Bonjour à toi cher spectateur, Love Lies Bleeding de Rose Glass. J'attendais beaucoup ce film parce que enfin Rose Glass a le droit à une sortie en salle, puisque son précédent métrage, malheureusement il y a le confinement qui est passé par là, donc du coup pas de sortie en salle pour Saint-Maud. À mon grand regret parce que c'était vraiment un gros coup de cœur de l'année où il est sorti, on avait eu l'occasion d'en parler avec Colin. Donc du coup, Love Lies Bleeding, j'étais très content que le film ait le droit à une sortie en salle, et en plus le film avait l'air de déboîter. Le résumé pour faire simple, Lou s'occupe d'une salle de sport dans une petite ville paumée au cœur des États-Unis. Là-bas, un soir, elle fait la rencontre de Jackie, une bodybuildeuse qui rêve de faire des concours et qui lui tape dans l'œil. Alors, si on doit placer tout de suite un défaut, c'est plus classique que Saint-Maud. Mais en même temps, j'ai toujours tendance à penser que Saint-Maud, c'était vraiment une espèce d'immense anomalie qui sort un petit peu de nulle part, et que la réalisatrice nous avait embarqué dans quelque chose de complètement fou. Donc à partir de là, je dois avouer que Love Lies Bleeding, si on met un petit peu ça de côté, c'est impressionnant. C'est une œuvre qui est hyper prenante, très haletante, qui est parfaitement maîtrisée par la cinéaste, qu'elle arrive vraiment à emmener dans la meilleure direction possible, qu'elle parvient à développer avec le plus de contexte et en même temps le plus d'esthétique possible. C'est un exercice de style très compliqué là qu'elle a choisi, parce qu'elle s'est vraiment embarquée dans un registre cinématographique qui est très codifié. C'est-à-dire qu'elle a tout autant envie de convoquer le monde du bodybuilding, le monde de la salle de sport de manière plus globale, le monde du tir, les familles américaines bien profondes, potentiellement les violences conjugales également. Enfin voilà, elle a envie de convoquer énormément de choses, elle a envie de rassembler tout ça au cœur d'un espèce de mélange des genres qui fait extrêmement plaisir à voir et qui donne lieu à un long métrage qui, je trouve, est explosif et démentiel en termes de portée émotionnelle et surtout en termes de puissance. C'est un film qui est extrêmement intense et qui se vit vraiment comme une espèce de montée en crescendo constante de l'émotion et de ce qu'on doit ressentir par rapport à ces personnages. C'est ce qui m'a beaucoup marqué en fait. Je trouve que l'entièreté des protagonistes est particulièrement bien foutue, même si ce sont des gros archétypes de cinéma et que par moments ils sont pas très subtils. Mais pour autant, la majorité, je les trouve vraiment charismatiques. Et s'ils ne sont pas charismatiques, ils sont ou terrifiants ou particulièrement imposants. Donc je trouve que Rose Glass, au moins, elle a voulu proposer un espèce de mélange cinématographique qui, je trouve, est d'une générosité immense, même si on voit derrière des petites maladresses de composition. Le corps fascine de nombreux auteurs, que ce soit simplement par le côté plastique, pur et esthétique de celui-ci, qui peut donner lieu à des images presque hypnotiques pour le spectateur, ou par sa forme plus métaphorique, dans le relationnel qu'il donne et construit entre deux ou plusieurs personnages. Rose Glass revient après le choc que fut Saint-Maud à une œuvre plus radicale et plus simple dans sa base, se jouant d'une période, d'une Amérique, d'une logique et d'une famille pour donner lieu à un film captivant, très créatif, pas forcément si étonnant que cela par moment, mais qui reste une nouvelle belle démonstration du talent d'une jeune cinéaste pleine de créativité. En termes d'écriture, donc le scénario est signé par Rose Glass et Weronika Tofilska. Dans sa globalité, l'écriture est vraiment prenante, je trouve. Ce qui est intéressant, c'est que les deux scénaristes ont la très bonne idée de tout de suite nous plonger dans cet univers et de ne pas nous en faire sortir jusqu'à la dernière seconde. Ce qui est très fort parce que, typiquement, ce genre de film, on pourrait imaginer qu'il faut d'abord bien placer le contexte, il faut d'abord bien placer les personnages, avant tout de suite de mettre en place l'élément perturbateur, etc. Là, non. Ce que je trouve très louable ici, c'est qu'au bout de 3 minutes, vous savez dans quelle direction va l'héroïne, dans quelle direction va l'autre héroïne, et surtout, vous avez leur rencontre, et débrouillez-vous avec ça. Et j'aime bien, parce que du coup, tout ce qui va se passer ensuite, ça n'est qu'un bon moyen de soit renforcer l'accroche qu'on va avoir avec ces deux protagonistes, soit de jouer justement sur la découverte d'éléments, l'incompréhension de peut-être certains traumas familiaux, le jeu des révélations par la suite, les retournements de situation qui, pour la majorité, sont plutôt bien foutus. Si on peut ensuite dire que les personnages sont des énormes archétypes et par moments qui ne sont pas du tout subtils, il y a au moins cette envie de vouloir nous embarquer dans un espèce d'immense roller coaster fait de retournements de situation et d'espèces de scènes hyper intenses qui fait que même si on a l'impression que ce film, il a un poil convenu et qu'il aurait pu être un petit peu plus maîtrisé en termes de construction de personnages et surtout en termes de caractérisation, parce que pour le coup, ce sont des clichés ambulants, mais ça semble être souhaité de la part des deux scénaristes, au-delà de ça, je trouve que le film est vraiment prenant avec son espèce d'univers baroque, complètement fou dans cet univers de bodybuilding et de sport qui suinte la sueur, la testostérone et en même temps les petits anabolisants qui filent un bon petit coup de main pour essayer d'avoir la meilleure carrure possible.
Tous ces petits trucs-là, comblés en plus par cette envie de vouloir raconter une histoire d'amour au milieu de tout ça, et ben c'est plein de petits trucs en fait qui donnent du corps à cette écriture et qui fait qu'en tant que spectateur, on est complètement embarqué là-dedans. Glass et Tofilska cherchent donc à aller dans une direction un peu plus classique quant à cette batterie de personnages, voulant jouer la carte à fond des stéréotypes assumés et un peu exploités jusqu'à l'usure, quitte à parfois donner la sensation que l'on peut deviner facilement chaque action de ces personnages. Cela ne donne jamais la sensation pour autant que les deux scénaristes ne cherchent pas à créer de la tension ou du suspense, chose tout de même bien présente du début à la fin de la narration. Mais il y a finalement peu de surprises au sein d'une aventure qui marche tout de même par la candeur de ces deux héroïnes, mais qui a un peu de mal à surprendre sur la longueur. En termes de mise en scène, le style de Rose Glass, il commence vraiment à avoir sa base. Moi, ce que je trouve très intéressant, sans spoiler, disons que Rose Glass, elle a vraiment ce gimmick qui, moi, m'interpelle, c'est le what the fuck. Le plan où on va se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, il est encore présent ici. Si c'était le dernier plan dans Saint-Maud, ici, ça n'est pas le cas, mais on est sur la fin. Et tous ces petits trucs-là, en fait, ça marque. Parce que je trouve que c'est une cinéaste qui a le sens de l'image et de l'esthétique, qui doit imprimer quelque chose de particulier au spectateur. Et je dirais pas que Love Lies Bleeding est un film qui est parfait en termes d'esthétique, parce qu'il y a des moments, je pense que si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez très bien de quoi je veux parler, où on se demande un petit peu qu'est-ce que c'est que ces plans, qu'est-ce que ça fout là, et qu'est-ce que c'est supposé représenter par rapport au personnage. C'est proche du décalé et ça donnerait presque envie de rigoler. Et je pense pas que ça soit le but, mais c'est ce que ça provoque. Donc j'ai autant envie de dire pourquoi pas que... Mais du coup, ça donne une espèce d'ambiance, ça donne une espèce de tout où on se dit que au moins la cinéaste, elle a un truc, elle a quelque chose de particulier avec son image. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va la voir évoluer, ça va donner lieu à des trucs mais qui vont être complètement démentiels. Là, ça donne lieu à des trucs qui sont un petit peu bancals, où on se dit ça mériterait d'être un petit peu plus creusé ou en tout cas d'être un petit peu plus réfléchi. Mais ça marque, encore une fois, il y a cette idée de vouloir imprimer quelque chose de particulier au spectateur. Et dans le fond, c'est ce qui fait la force esthétique du film. Glass aime construire une scénographie se jouant de certains codes et de certains aspects d'un cinéma de genre qu'elle affectionne pour donner lieu à un moment de cinéma qui ne va jamais forcément dans la direction la plus attendue, contrairement à son écriture qui peut sembler plus sommaire ici. La cinéaste aime retourner l'esprit du spectateur, construire et développer cette idée que son cadre est un terrain totalement vierge de toute attente, dans lequel la metteur en scène pourrait se permettre des folies et ainsi embarquer le spectateur dans quelque chose de fou, de visuellement inattendu et surtout qui provoque cet effet what the fuck qui avait scotché tout le monde face à son précédent métrage. En termes de casting, celui-ci fonctionne hyper bien. Déjà, je trouve que Ed Harris, il a une vraie gueule et il imprime vraiment quelque chose de très atypique à l'écran. Il est tout aussi terrifiant que captivant. Dave Franco, magnifique en espèce de Marie Connard, je l'ai trouvé juste génial. Jena Malone également est très très bien aussi, dans un rôle beaucoup plus en retenue, mais j'ai trouvé très impactante. Dans les rôles plus tertiaires, on va pouvoir citer Anna Baryshnikov, qui est vraiment bien dans le rôle d'une espèce de folle amoureuse de Lou. Voilà, ça donne lieu à des scènes un petit peu gênantes, mais je pense que c'est le but. J'aurais pu vous dire que c'était Kristen Stewart que je retenais à la fin de ce film. Ça n'est pas le cas, même si je trouve son interprétation particulièrement impressionnante et que j'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouve qu'il est bien creusé, bien fouillé et elle l'interprète avec beaucoup de candeur et beaucoup de puissance. Mais il y a une autre actrice qui lui vole, selon moi, complètement la vedette du début à la fin du film. Si Stewart est bonne, c'est surtout Katie O'Brien qui vole la vedette à chaque instant d'un métrage dont elle parvient avec brio et maîtrise à imprimer une performance magnétique et captivante du début à la fin. Au bout du compte, Love Lies Bleeding, c'est une sacrée expérience de cinéma. C'est pas parfaitement maîtrisé par sa cinéaste, mais on sent qu'elle a envie de ne pas se reposer sur les acquis de son précédent métrage et d'aller vers quelque chose de plus aventureux, de plus audacieux. Et en un sens, même s'il y a plein de maladresses, notamment d'écriture surtout parce que je trouve que vraiment l'esthétique, même si c'est un peu bancal, ça reste très impressionnant, c'est une œuvre qui est audacieuse. C'est une œuvre qui est prenante, intense, qui passe par beaucoup d'émotions, qui raconte tout autant une histoire d'amour qu'un thriller familial, qu'en même temps une histoire de bodybuilding. C'est un film qui va dans tellement de directions que rien que pour ça, Love Lies Bleeding de Rose Glass, allez le voir. Je pense que vous allez passer un moment complètement atypique, ça va vous faire voir une œuvre de cinéma d'un œil certainement nouveau, et si vous découvrez Rose Glass, ça va être potentiellement une vraie révélation, mais vraiment allez voir. Je pense que vous avez passé un moment très très rare de cinéma. A plus.